Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale. Elle est spéciale en ce sens où nous parlons de la Côte d'Ivoire et des volontés d'investir ou alors d'être arnaqué. Eh bien, ce soir, nous prenons le cas d'un jeune ingénieur, architecte ivoirien. Dr Julien Amon Kofi, c'est son nom. Avec lui, on va aborder son parcours, ses réalisations, mais surtout ses frustrations au moment où l'Afrique essaye de construire et de créer de nouveaux champions qui permettront, pourquoi pas, de s'accaparer tous les pans d'activité qui permettront in fine à notre continent d'atteindre l'émergence, quels que soient les objectifs visés. Eh bien, Dr Amon, il a reçu une désillusion dans son pays, la Côte d'Ivoire. C'est avec lui qu'on va évoquer tout cela ce soir. Saluons tout d'abord notre invité, Dr Amon Kofi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bachir. Et merci de nous faire l'honneur de partager vos joies, vos pleurs, mais surtout vos frustrations dans le cadre de cette édition spéciale. Vous êtes bel et bien sur les antennes de Pan African Media Télévision. Merci, je vous en prie. Voilà, et avec vous, et avec nous sur le plateau, après vous avoir écouté, nous avons notre consultant permanent, Jonathan Batengene, que vous connaissez d'ailleurs très bien, sociopolitiste de formation, géostratège, si vous voulez également, mais surtout très regardant sur les questions économiques et notamment les investissements des Africains dans leur propre pays. Joe, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir à monsieur Amon Kofi. C'est une situation particulière qui nous réunit là et qui va certainement intéresser les panafricanistes et l'opinion africaine, surtout qu'on est dans un contexte où nous avons une part de responsabilité dans le mouvement de la diaspora vers le continent. Il est très intéressant d'étudier ou bien d'élucider ce cas parce que ça va permettre à tous ceux qui ont envie d'investir sur le continent de pouvoir se préparer à endurer ou bien à traverser des tracasseries comme celle que connaît M. Amon et que nous croyons être passagère, que bientôt il pourra retourner il pourra être restitué dans son bon droit et que dans cette restauration, il pourra enfin investir pour le bien de la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci pour votre présence également, Jonathan Batengene. Eh bien, docteur Amon Kofi, l'intitulé de notre émission, et je crois qu'avec la complicité de la réalisation, on va l'afficher. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, affaire Amon Kofi ou l'arnaque en bande organisée. Nous n'avons pas osé mettre arnaque étatique de toutes les façons. C'est à vous que revient la parole. L'Afrique et les panafricanistes vous écoutent. Parlez-nous d'abord de vous. Qui est Julien Amon Kofi? Alors, je suis docteur en architecture, ingénieur de métier. Je suis pensionnaire de l'école polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et après mon diplôme d'ingénieur, j'ai pu intégrer l'université de Man-la-Vallée où j'ai évolué en électronique, électrotechnique automatique. Et quelques années plus tard, je suis entré à l'école d'architecture où j'ai fait mon doctorat d'architecture. Et puis, dans le vif du sujet, je finis par rentrer à l'EXI, donc à l'école d'ingénieurs des sciences généralistes de la Rochelle, où j'ai fait un doctorat d'économie en bâtiment. Homme d'affaires, responsable de plusieurs entreprises en France jusqu'en 2017, où j'ai répondu à l'appel du drapeau ivoirien, suite au message de l'actuel président de la République, lancé aux membres de la diaspora, de rentrer afin de pouvoir participer à l'économie de notre pays. Et je suis parti et on a créé plusieurs structures sur place. Et je me suis heurté à la désillusion, comme vous avez dit, M. Bachir. Et je suis revenu en Europe. Alors, aujourd'hui, allez-y. Aujourd'hui, en poste en tant que directeur de projet dans la plus grande société d'énergie d'Europe. Voilà. Très bien. Alors, en quoi consistait, si vous voulez,
les projets dans lesquels, les projets qui vous ont motivé à revenir investir en Côte d'Ivoire, vous avez dit, vous êtes revenu répondre à l'appel du drapeau orange, blanc, vert. Et quel était le projet? Alors, en fait, j'étais à mon cabinet un matin, enfin en soir, quand j'ai un client, un grand client avec qui je faisais un certain nombre de logements en Europe, est venu me voir pour dire, tiens, il y a ton pays qui est à la recherche de partenaires financiers et de partenaires pour investir dans ton pays. J'étais à un forum, je les ai rencontrés, et puis j'ai parlé de toi. Sur le coup, moi, ça m'a pas plus intéressé que ça. Le lendemain, effectivement, ils m'ont appelé et je suis allé les rencontrer. Et une fois sur place, je suis informé que le président a lancé un appel, d'ailleurs qu'on me fait écouter, pour dire le pays a besoin de personnes pour venir participer à la construction de notre pays. Donc, en tant qu'Ivoirien, il y a une parole de notre hymne national qui dit « Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle ». Donc, je suis rentré à mon cabinet et j'ai préparé le projet ivoirien pendant plus d'1 an. Et en 2017, je suis allé m'installer en Côte d'Ivoire. Effectivement, une fois à Abidjan, on s'est lancé dans plusieurs types de projets. On avait créé des industries, donc des usines de fabrication de béton prêt à l'emploi et de béton, et tout ce qui est matériaux dérivés, éléments dérivés de béton, parce que nous avions décidé de faire des logements à bas coût pour des Ivoiriens. Après avoir fini de nous lancer dans les différentes industries, on est à évoluer dans une entreprise de construction. Ensuite, une entreprise de bureau d'études techniques et structures, parce que nous voulions faire tous nos plans en interne. Donc, on a recruté des techniciens, des architectes d'intérieur, des architectes. Ils ont été formés, d'ailleurs, je les ai formés moi-même. Et puis, afin de pouvoir les mettre sur le marché. Et puis, quand on a fini de construire, de construire les unités de production et de former nos architectes, on a décidé de créer une entreprise de gestion immobilière qui s'appelle Ici Immobilier, qui est notre petite entité. Et c'est cette entreprise-là qui a élaboré un certain nombre de projets immobiliers jusqu'à ce qu'on se rende compte que la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on dit aux Ivoiriens, ce qu'on ne leur dit pas d'ailleurs, c'est que les banques n'étaient pas capables de financer des programmes immobiliers parce qu'elles n'avaient pas assez de capacités financières. Donc on s'est heurté à ça et pendant quelques mois, pour ne pas dire plus d'1 an et demi, on s'est tourné dans le monde entier avec nos différentes relations et on est tombé sur une opportunité sur un fonds d'investissement qui a accepté de nous financer. Et donc en 2020, ils nous ont accordé le prêt et c'est une partie de ces frais-là qui ont été décaissés et l'argent a fini par disparaître dans la nature. Alors, vous nous expliquez de manière détaillée où est l'arnaque, parce que jusqu'ici, on a bien compris que vous êtes arrivé avec des projets, vous êtes même allé jusqu'à former des ingénieurs, mais alors, on n'arrive pas à voir où est l'arnaque, où est le problème pour l'investisseur, l'architecte, l'ingénieur que vous êtes. Alors, je pense que si vous me posez la question, j'avoue, au bout de 4 ans, je suis aujourd'hui à 4 ans de cette affaire, donc on part dans la 5e année, je me pose toujours où est le problème. Si vous imaginez, c'est une question qui est très voilà, qui est très bien posée, mais il n'y a aucune, en fait, quand je veux bien paraphraser un de mes avocats qui dit il n'y a pas à faire dans ton affaire. Enfin, il le dit en termes d'ivoirien, c'est ça, c'est que il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, et pourtant il y avait un problème. L'arnaque, où est-ce qu'il se situe? Dès l'instant où les premiers fonds arrivent en Côte d'Ivoire, et en tant que quelqu'un qui a passé suffisamment d'années en Europe, on se pose la question de savoir quelles sont les démarches qu'on effectue dans son pays lorsqu'on reçoit 30 millions d'euros. Et ensuite, on s'adresse aux différents services étatiques qui sont chez qui on est censé faire les déclarations. Les déclarations sont faites. Donc on va aux impôts, on achète les CERFA, on remplit, on fait les déclarations comme c'était un emprunt. D'ailleurs, c'est un emprunt d'ailleurs. Un emprunt, on va sur place et on définit
on écrit un courrier au directeur des emprunts extérieurs, on lui dit, écoute, on a emprunté de l'argent dans un fonds d'investissement, c'est nous l'emprunteur, le prêteur c'est Forest Capital Limited, on a eu cet argent à un taux d'intérêt de 2%, on a un délai de grâce puisque c'est une opération immobilière, on leur a demandé de nous laisser un délai de grâce pour pouvoir construire les maisons et commencer à rembourser leur argent à partir de la 3e année, on rembourse la totalité de leur argent en 5 ans. Donc on fait toutes ces déclarations-là. À partir de ce moment-là, où les déclarations sont faites, toute la panoplie négrale se met en marche. C'est-à-dire que les gens nous cherchent dans Abidjan, vous avez reçu de l'argent, c'est pour faire quoi? On leur dit, écoutez, on a déjà déclaré les fonds chez vous. Les fonds ont été déclarés chez vous. Non, venez chez nous pour nous demander qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. C'est ne pas regarder les dossiers qu'on a déposés chez vous. Et puis, ça saute. Cet argument-là saute. Du jour au lendemain, ça part dans l'absolu en disant, écoutez, bon là, on a besoin d'argent pour faire les élections en 2020. On n'a pas suffisamment d'argent, on va récupérer cet argent-là. Et vous leur dites non, vous n'allez pas prendre cet argent pour faire les élections parce que cet argent, c'est moi qui suis parti à Londres, c'est moi qui ai mis ma signature là-bas. Les fonds qui ont été décaissés, ces fonds-là vont venir en Côte d'Ivoire et j'ai promis de construire des maisons. Donc je ne peux pas vous laisser utiliser cet argent pour faire les élections. Et donc à partir de ce moment-là, ils finissent par laisser tomber et pendant plus d'1 mois et demi, le notaire ne peut plus accéder à son compte. On finit par nous imposer l'idée qu'il faut qu'on paye une commission. C'est assez compliqué de dire non. Vous dites non, au bout d'1 mois et demi, vous êtes en train de faire votre opération immobilière, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bon, vous êtes plus intelligent, vous dites, écoutez, moi je ne vais pas venir derrière Forest Capital pour venir signer des conventions sous sang privé, que je suis incapable de justifier. Si vous voulez prendre l'argent et vous dites que c'est la seule solution, eh bien on se pointe devant les notaires. Mais vous savez, à un moment donné, l'habitude est une seconde nature, comme s'ils ont l'habitude de le faire, ils étaient tellement sûrs de leur coup qu'ils ont fini par venir chez le notaire pour signer des conventions à prendre 20%, 25% sur le deuxième transfert, parce qu'il y a eu 2 transferts de 30 millions d'euros. Et puis à partir de là, c'était plus assez. Ceux qui étaient les membres du gouvernement qui étaient dans cette convention n'étaient pas suffisamment rémunérés. Et puis quand j'ai eu marre, je leur ai dit bon stop, on arrête le process. Et puis j'ai arrêté toutes ces conventions-là. À partir de là, je suis devenu personne à non grata. Jusqu'à ce que je prenne ma première vidéo, je fasse ma première conférence, mon premier live sur Facebook, en disant je prends les Ivoiriens à témoin, je suis un jeune Ivoirien, je suis rentré en Côte d'Ivoire pour faire des projets immobiliers, et que mes fonds sont bloqués depuis plus de 6 mois, personne ne me dit quoi que ce soit, on me fait tourner en bourri, et que je commence à en avoir marre. Quelques jours plus tard, la banque, quand elle voit la vidéo, nous convoque en nous disant oui, mais venez déposer les justificatifs des fonds que vous avez reçus. Et ça, c'était en décembre. Je rappelle que le transfert a été exécuté le 26 mai 2020. Le deuxième transfert a été exécuté le 2 juillet 2020. Et on est le 10 décembre, on n'a toujours pas accès à nos fonds. Et donc, le 10 décembre, on dépose les justificatifs. Et quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 14 décembre, on se rend à la banque sur conseil sur appel de la directrice pour des besoins, pour des questions administratives. Et on arrive sur place et là on me met un papier devant moi, là, je pense que c'était le vrai forcing, en disant on cherche, on ne retrouve plus votre argent, mais on va vous déposer un papier sur la table et puis vous, docteur, vous allez signer ce papier pour renoncer aux fonds que vous avez reçus. Et je dis non, je ne renonce à aucun fonds parce que les fonds sont venus depuis plus de 6 mois. Je ne peux pas renoncer ces fonds-là en décembre, c'est-à-dire 8 mois plus tard, sans avoir la bonne raison d'expliquer au fonds d'investissement qu'est-ce qui s'est passé pendant les 7-8 mois. Il a dit, ouais, non, soit vous signez le document et puis vous sortez tous d'ici, donc moi, le notaire, mon conseiller, comme étant des personnes intelligentes, soit on applique le plan B. Je lui demande... C'est quoi le plan B? C'est quoi le plan B? Oui, naturellement. Ah, mais justement, la question que je pose, c'est quoi le plan B? Il me dit police économique. Je dis, bon, m'appeler la police économique. Oui. Nous sommes arrêtés. D'abord, nous sommes séquestrés à la banque. Ensuite, arrêtés, conduits à la police économique. Et quand nous sommes arrivés à la police économique, on est resté quasiment de 15 h jusqu'à 20 h. On ne savait pas trop ce qu'on devait faire de nous. Tantôt on était dehors, tantôt on était en garde à vue, tantôt on était libérés. Et puis on a appris notre garde à vue sur le coup de 21 h. Ok? 23 h. Avec 23 h, on vient de sortir de garde à vue pour commencer les auditions. Donc moi j'ai la présence d'esprit de poser la question de savoir, mais vous allez nous auditionner, c'est bien, mais soyez gentils. Il faut au moins que je sache les chefs d'accusation pour lesquels je suis en garde à vue.
Et là, il y a une chose surprenante qui va nous être dite, c'est la banque est en train de rédiger sa plainte, on va recevoir la plainte après-demain. Et je leur ai dit que donc nous avions été arrêtés sans plainte. Ils disent oui. Effectivement, la plainte de la banque est arrivée quelques jours plus tard. Et c'est là où on était vraiment face à face à un rêve. En fait, on était en train de sortir de notre rêve. Parce que les chefs d'accusation, c'était du financement du terrorisme, achat d'armes, tentative de déstabilisation du gouvernement. En fait, on s'est juste posé la question d'où venait l'erreur dans ce qu'on venait de voir. Alors, donc, voilà, vous me posez la question de savoir d'où vient l'arnaque. Oui, justement, d'où vient l'arnaque, parce que là on est... Je ne voudrais pas vous couper, nous sommes toujours ensemble, hein, Dr Amon Kofi. Je voudrais quand même comprendre, puisque là, on part d'une volonté d'investir dans le pays pour aboutir à des accusations de financement du terrorisme. Oui, je vois Jonathan, oui, une seconde, je vois Jonathan qui veut peut-être dire un mot avant de retourner à vous. Oui. C'est intéressant parce que Bachir, on a la version de M. Amon Kofi. Oui. M. Amon Kofi. Jonathan, ton micro, je t'entends pas bien. Nous avons la version de M. Amon Kofi. M. Amon Kofi, il nous a proposé une version que nous avons suivie. Je vous entends de loin. Alors, d'accord, le temps juste de faire un ou deux réglages au niveau du micro. Oui, j'entends M. Bachir. D'accord. Est-ce que là c'est mieux? Monsieur Amon Kofi, vous nous entendez là maintenant? C'est bon, vous avez... Oui, là je vous entends. Très bien. Oui. Merci pour votre présentation. Tout à l'heure, vous avez exposé les faits, votre version. Et nous devons avoir aussi un peu d'équilibre parce qu'il faut bien que vous puissiez vous défendre face à vos accusateurs. Alors, nous avons réussi à avoir la version de monsieur le procureur. C'est monsieur Agbonon Richard, vous vous souvenez? Agbonon Richard. Oui. Et dans sa version, il raconte que le problème était le message SWIFT MT103 qu'il dit être erroné, que la Barclays Bank, qui est la banque émettrice, ne reconnaîtrait pas. Il dit que vous avez cité un ensemble de chefs d'inculpation pour lesquels vous avez été interpellé, mais selon lui, et c'est ça qui est intéressant, il dit que vous avez été interpellé pour faux en écriture privée de commerce, et tentative d'escroquerie. Terrorisme, tous les autres faits, il semble ne pas les citer. Nous avons recueilli sa version à partir du site Kouassi. C'est un site sur la Côte d'Ivoire qui est un peu fiable. Donc nous avons recueilli sa version. Nous avons recueilli sa version. Pour lui, nous répétons encore, pour lui, vous auriez été inculpé pour les faits de faux en écriture privée, faux et usage de faux en écriture privée de commerce et tentative d'escroquerie. Lui, voilà ce qu'il dit. Alors, monsieur Agbonon Kofi, d'après les témoignages qui n'ont pas été contestés par l'auteur, parce que ses propos sont entre guillemets sur le site, il n'a jamais contesté les faits, sinon ça ne figurerait plus. Il n'a jamais cité le terrorisme et tous les autres faits. Comment vous expliquez que la version du procureur soit un tout petit peu différente de la vôtre? Très bien. Pourquoi le procureur tend cette version à la presse ivoirienne qui est différente de la vôtre? Ok. Mais la question elle est très belle, hein. Mais là où je vais répondre à la question. D'ailleurs, la version du procureur a été contestée puisque j'ai eu, vous allez peut-être que pas sur les réseaux étatiques de Côte d'Ivoire, mais vous avez une conférence de presse des avocats
le docteur Julien Kofi. Cette conférence de presse-là a été animée par Maître Koulibaly et Maître Kouadio, qui les représentants, qui ont publiquement interpellé les Ivoiriens ou la Côte d'Ivoire de ce qui se passait. Et cette conférence de presse-là, elle a eu lieu 2 jours après que le procureur ait fait sa conférence de presse. Alors, chers messieurs, il faut prendre en compte que quand la conférence de presse a été exécutée, quand ça a été fait par les avocats, cette conférence de presse a été signifiée à la RPI et à des journalistes. Donc, si vous allez plus loin dans votre développement, vous allez voir que le même procureur a écrit aux journaux de Côte d'Ivoire pour dire qu'il ne voulait pas que des gens écrivent encore sur cette affaire, que cette affaire était complètement verrouillée. Donc, ces messages-là existent aujourd'hui sur la toile. Alors, cela signifie, si je vous ai bien compris, Dr Amon Kofi, ça veut dire qu'à la suite de ce qu'a déclaré le procureur, vous avez entamé d'autres démarches qui ont révélé la vérité aux yeux des Ivoiriens. Mais la vérité existait en fait. Oui, mais elle semblait être masquée. Et ouais, la vérité existait. Oui. Alors, justement, en répondant à sa question, je vais juste parodier, en répondant à sa question. Les fonds ont été transférés sur le compte du notaire. Oui. D'accord. Dans le cadre d'une opération immobilière, vous demandez à votre notaire, qui est celui qui achète le terrain, de recevoir les premiers fonds. Donc, quand les fonds ont été transférés sur le compte du notaire, c'est le notaire qui a écrit à sa banque. On est d'accord? Jusque-là, on est d'accord. Le notaire écrit à sa banque en disant j'ai reçu de l'argent pour ma cliente d'ici immobilier, qui n'est pas Dr Kofi Amon Julien, c'est une société qui s'appelle d'ici immobilier. Et cet argent-là, c'est pour financer une opération immobilière. Le courrier fait partie des éléments que vous avez montrés tout à l'heure à l'écran. Oui. Alors, je crois que c'est le premier. 2 choses l'une. Voilà, 2 choses l'une. Pour que moi je sois inculpé de faux et usage de faux, il lui fallut que ça soit le compte soit à moi déjà. Oui. Il lui fallut que ça soit moi qui écrive le courrier. Exactement. Il lui fallut que ça soit moi qui transfère le SWIFT à ma banque. Mais le compte, il n'est pas à moi. Le compte, il est au notaire. Donc, à quel moment j'ai fait le faux et usage de faux? Pire, le notaire est acquitté dans le cadre de cette affaire. Donc, pour que je fasse du faux, il lui fallut que ce soit moi qui fabrique le SWIFT, que je remette au notaire et que le notaire puisse le déposer à sa banque. Dans ce cadre-là, je peux être accusé de faux. Mais le bailleur qui a envoyé son argent dans le cadre de la procédure, le bailleur était présent pendant le jugement. Oui. Le bailleur était présent, il avait 2 avocats pendant la procédure. Et c'est le bailleur qui nous a transféré le SWIFT lorsque les fonds ont été virés de leur compte, ils nous ont transféré les fuites. Donc, le notaire n'est pas accusé, le bailleur n'est pas accusé, pourtant il est bien présent, son représentant est en prison, il était en prison avec nous, et c'est moi qui suis accusé de faux. Je ne suis ni mêlé au document qui a été envoyé, j'ai reçu un paiement, un virement, dont la preuve du paiement est le SWIFT qu'on m'a transféré et que j'ai remis à la banque. Donc en quoi est-ce que je suis concerné à ça? Mais pire, je vais même aller plus loin. C'est pour ça que je vous disais que la vérité était là, à l'origine. Dans les documents que sûrement on vous a transférés, vous avez une convention où je suis censé payer des commissions. Est-ce qu'on peut payer une commission sur l'argent qui n'est pas arrivé? Non. Est-ce que je suis censé financer du terrorisme si je n'ai pas reçu d'argent? J'achète les armes avec quoi? Alors, vous avez compris que la réponse de votre question se trouve dans les questionnements que je pose. Je vais même aller plus loin. Alors, on peut arrêter sur l'image, la dernière image que vous avez proposée. Le code QR ou celui-là, le code QR. Le code QR. Code QR, oui.
Alors, vous prenez votre téléphone de là où nous sommes actuellement sur le plateau. Oui. Vous scannez le code QR qui est là. Oui. Scannez-le. Et quand vous scannez ce code QR là, vous avez l'information qui est à l'intérieur de ce code QR. La question, c'est que si moi, docteur Kofi, je suis capable de fabriquer un code QR afin de codifier un document bancaire, donc chaque fois qu'on le scanne, nous envoie sur le serveur de Barclays ou le serveur de Dutch ou le serveur de Swift, c'est que je devais être décoré. Oui. On est d'accord? Oui. Mais là où je vais vraiment attirer votre attention sur le fait où je me suis posé la question que comment un procureur de la République peut venir s'asseoir à un journal de 20 heures et dire de tels mensonges. Super. Je me suis posé la question. Oui. Oui. Moi j'avais la réponse. Mais aujourd'hui, je continue de me poser la question. Alors, pour vous qui aviez la réponse, puisque justement c'est une question qu'on devrait poser, et je crois que Jonathan a failli même rebondir là-dessus, il dit ça dit que c'est grave là. C'est justement là le sens de la première question. Voilà. Alors, le procureur non seulement ne va pas donner les faits dans l'exactitude, il va retenir de l'information, il va désinformer. Bon, ça mène à une question. Quel est l'intérêt du procureur? Parce que effectivement, il y a un détail dans la procédure qui nous a un peu inquiétés. C'est que s'il y a effectivement faux en écriture de commerce et de banque, pourquoi est-ce qu'on vous vu demande que les fonds ont été virés dans le compte du notaire, le notaire aurait été un co-accusé. Tout à fait. Mais le procureur dit bien que le notaire a été élargi. Pourquoi avoir élargi un complice si c'est le faux en écriture? Et pourquoi vous avoir demandé de reverser certaines commissions si vous aviez justement ça? Quel était l'intérêt du procureur? Très bien. Ben, en fait, je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que nous sommes arrêtés le 20 mai. On est arrêté le 14 décembre 2020. Retenez bien cette date. Nous sommes transférés à la MACA le 18 décembre 2020. C'est-à-dire 4 jours plus tard. Ensuite, pendant que nous sommes à la MACA, on reçoit des gyrophares, des conseillers, des gens qui viennent me rendre visite, qui viennent négocier les commissions en prison. Jusqu'au jour où je dis, j'arrête de parler tant que je suis prisonnier, tant que je reste prisonnier. Le 18 décembre 2020, au 31 décembre 2020, on m'annonce que je suis censé sortir de la prison. Je sors de la prison. Écoutez bien, hein, je sors avec le notaire, mon conseiller, et il garde en otage le représentant du bailleur. Le représentant du bailleur qui, lui, s'est retrouvé dans une affaire où il n'a pas demandé parce que, en fait, il a été juste celui qui a vu nos projets et qui nous a dit qu'il avait rencontré des investisseurs quand il est parti à la Mecque. Il allait nous mettre en relation. Nous, on lui a tout simplement demandé que si tu veux prendre notre dossier pour envoyer à des investisseurs à l'extérieur, il faudrait qu'il te donne un mandat. Et c'est comme ça que le bailleur lui a fait un mandat. Donc, de facto, il devenait leur représentant. Voilà le seul tort que le jeune Tebili Michel a eu, c'est qu'on lui a demandé d'avoir un mandat. Ça a causé sa mort. Alors, nous sommes sortis de prison. Tebili est resté en prison. Et bien, on est sorti le 30 décembre 2020. Ah, vous étiez au nombre de combien quand vous dites nous sommes 4. Il y avait moi. Oui. Il y avait le notaire qui est passé en prison. Oui. Il y avait un conseiller, mon conseiller, celui qui m'a aidé à faire les déclarations d'entrée de fonds. Et il y avait le jeune Tebili qui, lui, était le représentant du bailleur de facto. Nous sommes sortis tous les 3 et Tebili est resté en prison. Alors, là où ça devient intéressant, on sort en 2020. Toute l'année 2021, le procès est parti en renvoi. On ne peut pas juger le procès. On ne peut pas juger. Ils n'ont pas de preuves pour juger. Ça part de renvoi en renvoi, renvoi en renvoi, toute l'année 2021.
toute l'année 2020, au mois de février, le bailleur décide de faire venir un autre représentant et exige que l'affaire soit jugée. Si nous avons fait du faux, on est condamné. La preuve, son représentant est toujours en prison. Si on n'a pas fait du faux, son représentant doit sortir. Oui. La justice ivoirienne reprend, est obligée de nous juger. Et c'est là où ça va être intéressant. Et là, la juge elle sort un jour et dit oui, mais moi, je n'ai pas les éléments nécessaires pour trancher cette affaire. Je vais confier l'affaire à un expert international qui va aller faire une enquête et qui va venir éclairer ma cour pour nous dire si ces documents-là sont faux, si l'argent est arrivé, oui ou non. Oui. Et le bailleur dit que, bon bah, si c'est le cas, prenez un expert international et c'est moi qui paye. La juge, par ordonnance, donc le document que vous avez montré là, c'est une ordonnance de la procédure. Oui. Par ordonnance, la juge fait une ordonnance et désigne un expert international. L'expert international prend son ordonnance et puis à la page 27 de son rapport qui fait 400 pages, il dit ceci. Pour être le plus impartial possible, je n'ai pas posé la question aux différentes parties. Je suis allé chez SWIFT à Bruxelles avec mon ordonnance et je leur ai demandé de me transférer les éléments électroniques du transfert, de ce transfert le 26 mai 2020. C'est écrit dans le rapport. Donc, SWIFT lui transfère les éléments électroniques. Il prend les éléments électroniques et à cette page-là, il va falloir qu'on reste sur cette image. Il ne faut pas qu'on bouge sur cette image-là. Quand il rentre à Abidjan, il prend le SWIFT original que le juge lui a donné, ce que Maître Assalé lui a confié, qui fait l'objet du faux, et il prend les données électroniques du système SWIFT et il cherche les comparatifs. À la page 28, il écrit ceci. Nous avons trouvé 23 occurrences dans les données de la plateforme SWIFT dont les 4 codes principaux uniques à chaque transaction SWIFT qui permettent d'identifier et d'authentifier l'authenticité d'un message SWIFT, à savoir le tracking code, le transfer reference number, le SWIFT input reference, le SWIFT output reference, qui confirme la transaction et ne laisse aucun doute sur l'authenticité du SWIFT. Je peux relire. Affiché à l'écran. Confirme. Oui. C'est bien affiché à l'écran. C'est-à-dire que tous ces 4 éléments, je suis avec vous, docteur Amon. Et ne laisse aucun doute sur l'authenticité du SWIFT. Il va même plus bas, juste en dessous de cette page-là. En résumé, il dit au regard des extraits électroniques et de larges indices qui existent, il y a lieu de noter l'effectivité du dit transfert. C'est pas moi qui ai commandé l'expertise. C'est la justice ivoirienne dont appartient le procureur de la République de Côte d'Ivoire qui a commandé l'expertise. Le procureur avait une copie de ce rapport-là. Il ne savait pas lire peut-être. Il avait une copie de ce rapport-là. Et au-delà de ce rapport-là, il a pu venir s'asseoir à la télévision pour dire des choses pareilles. Moi, ma petite idée, je vais vous la donner. Je vous la donne à chaud et en brut de découpage. Vous savez, ils ont eu l'habitude de prendre l'argent des gens et ils ont un verbatim, un verbiage qui est bien rodé. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui, avec le phénomène du broutage,
tout le monde comprend que quand on dit « Oh, lui là, c'est un brouteur », le pays continue sa vie et puis ils font ce qu'ils veulent avec ces gens-là. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur moi. Et j'ai eu l'occasion de leur dire d'aller jouer ailleurs parce qu'on ne pouvait pas venir jouer ce jeu-là avec moi. Ils ont continué. Au-delà des vérités, au-delà des informations qu'on leur a communiquées, au-delà des réponses que le bailleur a envoyées, chaque fois quand ils ont demandé quelque chose, la seule attitude qui est poussée le procureur à venir s'asseoir pour mentir comme ça aux Ivoiriens, c'était que moi je sois arrêté ce jour-là et que je sois enfermé à la Maca et que Tebili et moi mourions 10 jours plus tard. Et ce que les Ivoiriens allaient retenir, c'était quoi? Un jeune est quitté là-bas en France, il est venu, il a voulu brouter une banque, on l'a attrapé, on l'a jeté en prison, il est mort. Alors, docteur Amon, ce que vous dites est très intéressant. Avant peut-être de donner la parole à Jonathan, il y a une question qui me taraude l'esprit. Le rapport final de l'auditeur, de l'expert, je veux dire, de l'expert qui est allé à Bruxelles rencontrer Swift et révéler tout ce que vous avez présenté aujourd'hui. Je vois que ce rapport, la juge là. Ah non, c'est pas non. En fait, avant même d'avoir une copie. C'est la juge qui a instruit l'enquête. Oui, c'est une ordonnance. Une ordonnance du juge. Très bien. Oui, donc. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Qu'est-ce qu'elle en a fait finalement? Mais rien. Rien. Parce que si elle aurait dû faire quelque chose, elle aurait pu comprendre que les conclusions disent que le transfert était effectif et que le document était authentique. Oui, puisque ce sont des preuves quand même. Admettons même que le juge ne soit pas d'accord avec son propre expert, qui lui est assermenté à la cour au tribunal de Côte d'Ivoire. Donc il a un agrément BCAO, ce gars-là. Son tampon est sur le rapport que vous avez. Admettons que le juge même ne soit pas d'accord sur le principe. Mais il a la possibilité de commanditer un deuxième rapport, une deuxième expertise. Oui. On est d'accord? Oui. Mais on ne peut pas laisser un tel document et puis condamner des gens à 2 ans de prison, 3 ans de prison, si derrière il n'y a pas autre chose que ça. Très bien. Jonathan souhaite rebondir quelque part, Joe. Alors, si on regarde bien, le principal intéressé dans l'histoire, c'est quand même la SIB. Société ivoirienne de banque, parce que l'argent est logé dans ses comptes, dans son trésor et dans ses coffres. Alors, la SIB, est-ce qu'à un moment vous avez eu l'impression que la SIB voulait faire main basse sur cet argent? Et au profit de qui? Quel est le rapport entre monsieur le procureur, madame la juge et la SIB? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait comme une entente pour faire main basse sur cet argent? Très bien. C'est même pas une impression. C'est-à-dire que, cher frère, je suis un jeune Ivoirien. De mon propre chef en tant que jeune Ivoirien, je vais à ma banque, j'envoie un instrument de paiement. Admettons même que l'instrument de paiement soit faux. J'ai une procédure qui est enclenchée par la banque contre le jeune Ivoirien. Le jeune Ivoirien, il part en prison, il sort, et pendant la procédure judiciaire, c'est la banque qui estime qu'elle a été flouée, elle a voulu être escroquée, et qu'elle a porté plainte pour que la procédure suive son cours, pour que le jeune y passe en prison. Nous sommes arrêtés à la banque, il y a une plainte qui est faite par la banque, et puis la suite de la procédure, la banque disparaît, elle n'est même pas partie civile dans le cadre de la procédure. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui nous poursuit. Alors, en répondant à ta question, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est vrai qu'on a vu un document quand même, c'était bien stipulé. Et ministère public. Oui, ministère public contre je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. C'est que pendant la procédure judiciaire, la chose elle était trop marrante, c'est que pendant le procès, d'ailleurs, le procès il a eu lieu un jour à 22 h. C'est-à-dire que pendant que la Côte d'Ivoire dort, on juge ses enfants la nuit, à 22 h. Et pendant la procédure judiciaire, l'avocat de la cible
a voulu prendre la parole et la juge lui a dit ceci. Vous la fermez, maître. Vous n'êtes pas partie civile dans le cadre de cette procédure, donc vous n'avez pas droit à la parole. Wow. Ben, allez comprendre quelque chose. Wow. Je suis censé avoir fait du faux pour escroquer une banque, mais la banque que je suis censé avoir escroqué, que je suis censé escroquer, ne se porte pas partie civile pour mon acte, donc elle n'a pas droit à la procédure, donc elle n'a pas de dommage, on ne lui a pas causé de tort, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui vient nous poursuivre. Vous comprenez qu'il y a... Docteur Amon, à votre avis, si cet argent a disparu, à quoi aurait-il servi? Parce que à quoi aurait-il servi? Comment est-ce qu'ils ont utilisé ou ils auraient utilisé cet argent? Il y a quand même des sources que nous avons approchées qui parlaient d'une sorte de financement d'élections. Je voudrais bien comprendre. En fait, à l'origine, c'est ce que j'avais dit. À l'origine, quand ils sont venus, ils ont dit qu'on allait utiliser l'argent pour faire les élections. Ah, que vous alliez... Que vous vouliez financer les élections, c'est ça? Non, non, non. Ils ont dit qu'on a besoin de faire des élections, on a besoin d'argent, on va utiliser votre argent pour faire les élections. Ah, d'accord. Et je leur dis, non, vous n'allez pas prendre cet argent pour faire les élections, parce que pour moi, cet argent est venu pour un projet. Et il y a une chose qui est assez certaine, c'est que cet argent, il a quand même été pris pour financer les élections. Enfin, il a été pris. Je ne sais pas si ça a financé les élections. Oui. Parce qu'au mois d'août, quand je fais ma première vidéo sur Facebook, oui, quand je la fais, les fonds sont reconstitués. C'est-à-dire que le Trésor de Côte d'Ivoire envoie une partie, les impôts envoient une partie, le port autonome envoie une partie, la CNPS, qui est la Caisse nationale de prévoyance sociale, oui, fait un chèque de 5 milliards pour reconstituer les fonds. C'est-à-dire que vous retrouvez l'argent dans le compte indiqué. Oui, donc en gros, l'argent que vous n'avez pas vu, vous faites des mouvements sur le compte. Ok. Wow. Voilà. Alors, bon, maintenant, avec tout ce qui s'est passé au niveau... Oui, oui, Joe. On sait que SIB, c'est quand même un puissant groupe marocain. C'est Attijari Wafa Bank. On sait aussi que les Marocains, c'est une classe d'affaires assez influente au niveau de la Côte d'Ivoire et que parmi les plus gros soutiens du RHDP, il y a quand même l'élite marocaine. Est-ce que ça a été un montage entre la classe d'affaires marocaine, Attijari Wafa Bank, et le gouvernement ivoirien contre vous? Déjà Attijari, c'est un groupe marocain, mais ce n'est pas les Marocains qui sont derrière. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui. Attijari, ce n'est pas les Marocains qui sont derrière. Ceux qui sont. Oui, on sait que c'est un groupe marocain, ça c'est clair. Et derrière, en tout cas, selon certaines investigations que nous avons aussi menées, on sait qu'il y a beaucoup de Français impliqués dans cette banque-là, ou dans ce groupe-là, si on peut le dire ainsi. Alors, est-ce qu'on peut retourner vers Dr Amon, puisque nous sommes à la dernière ligne droite de notre édition spéciale? Ok. Jonathan Bategene, peut-être une ou deux choses à rajouter au vu de ce qu'on a pu écouter venant de Dr Amon Kofi. Alors, un jeune ivoirien, ingénieur architecte qui appelle et qui répond à l'appel du drapeau, revient, veut investir dans son pays et se retrouve dans une telle situation. Finalement, quelle est l'image qui se dégage? En fait, on a là affaire avec un État braconnier, un État truand. Et M. Amon Kofi a été victime de la truanderie d'État. Ce n'est rien moins que de l'escroquerie. Les questions que nous avons posées concernant M. le procureur, le substitut du procureur, parce que la tâche est tellement basse que le procureur principal, lui-même procureur de la République, s'est senti un peu diminué au point de confier cela à son substitut. Le substitut n'a fait que travestir les faits. Il a légitimé, légalisé un vol. Le vol de la propriété de M. Amon Kofi.
D'ailleurs, quand il fait là, il retrace les fonds. Vous voyez comment ça a été reparti. Les déclarations en off, c'est-à-dire celles qui ne sont pas officielles, qui lui ont été faites, ces déclarations disent clairement que nous allons utiliser votre argent pour la campagne, pour le financement de la campagne. Oui. Allez voir combien. On parle de 16 milliards officiellement, mais il lorgnait bien plus parce qu'il était question de faire venir 200 millions d'euros au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui. Pour réaliser un projet, il faut le dire, M. Hamon voulait réaliser près de 8500 logements, créer près de 8000 emplois directs, près de 10 000 emplois directs dans le secteur et créer des entreprises qui allaient être des facteurs de prospérité en Côte d'Ivoire. Oui. Lui qui a de l'expertise dans l'immobilier se fait ainsi arnaquer par la grande mafia d'État à la tête de la Côte d'Ivoire. Le procureur de la République, parce que c'est lui, c'est son cabinet qui a été immédiatement saisi, est impliqué dans cette affaire. Ça veut dire que l'état de droit lui-même en Côte d'Ivoire n'existe pas. On a affaire à une justice pour les puissants, une justice pour les dominants, une justice au service des malfrats. C'est cette justice qui s'est chargée de la sale besogne. Ailleurs, on voit les brigands se pointer devant vous et les brigands vous arrachent votre bien. Mais ici, c'est monsieur le procureur qui est devant vous et vous dit votre argent, on va l'arracher. Et il utilise des canons légaux pour le faire. On a tordu le cou au droit. On a un mort sur le carreau, monsieur Digbe Michel Tebili. Il est mort, ça fait déjà quelques mois. Sa famille qui est durement éprouvée, nous lui adressons nos sincères condoléances. Mais cette mort est à mettre sur le dos de cette mafia d'État. Vous avez M. Hamon Kofi qui aujourd'hui en France, il vit dans son exil. Il souhaite simplement être restauré dans son bien. Il faut noter que Bachir, s'il ose mettre son pied en Côte d'Ivoire, rien ne nous assure que M. Hamon en aura encore pour 2 mois. Il pourrait disparaître. Et même en France où il se trouve aujourd'hui avec ce témoignage, nous craignons pour sa vie. C'est pourquoi nous prenons à témoin l'opinion internationale et toute la classe panafricaniste, les Africains qui vont regarder ce programme, qu'ils soient les garants de la sécurité de M. Hamon Kofi, victime d'escroquerie du régime Ouattara, victime d'escroquerie par le biais de la justice aux ordres de Ouattara, victime d'une escroquerie au bénéfice de M. Ouattara parce que l'argent volé a servi à financer les élections. Et M. Hamon Kofi est aujourd'hui réduit à ce que nous voyons là, un homme qui pleure, un homme qui désespère, un homme qui regarde le continent qu'il a vu naître désormais avec des larmes. C'est une image pittoresque, pitoyable. On se pose bien de questions sur cette Côte d'Ivoire que l'on présente de manière un peu pompeuse comme étant la vitrine économique de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone. On veut nous faire croire qu'il existe un miracle ivoirien. Voilà un homme qui a été désillusionné par ce faux miracle. Cet homme-là, c'est les larmes au cœur qu'il parle. Moi, quand il parlait tout à l'heure et que nous voulions tirer le meilleur de sa perception de la justice, eh bien c'est parce que nous voulions voir à quel point cette justice ne sert plus ceux qui doivent être défendus, le pauvre et l'orphelin, la veuve et l'orphelin. Là, vous avez M. Kofi Hamon qui est désarmé face à l'establishment ivoirien. Et vous avez cette juge qui avait quand même la capacité de dire le droit. Mon frère Bachir, je n'aurais pas la faiblesse de croire qu'elle est corrompue. Même si tout montre que dans ce dossier, il y a eu des odeurs de corruption. Ces juges n'ont pas seulement tordu le cou au droit pour financer la campagne de M. Ouattara. Non. Ils ont aussi tordu le cou au droit pour se rémunérer. Parce qu'on sait bien que lorsque la truanderie se fait en bande organisée, chacun se sert sur la bête. Ça veut dire
que les risques que prenait M. Abognon Richard, cette honte du droit africain, c'est ce larbin qui ne mérite même pas le respect du plus petit enfant de Côte d'Ivoire. C'est cette ignominie vivante qui désormais, quand elle pointe sa silhouette dans tout Abidjan, nous invitons les Abidjanais à le huer, cet Abognon Richard, parce qu'il incarne la déchéance humaine, l'individu qui a perdu tout sens de l'honneur. Lui qui devait dire le droit est devenu le véritable bourreau de ceux qui ont besoin du droit. Monsieur Amon Kofi, quand il regarde cet homme, quand il regarde cette justice, il pleure, son cœur saigne. Donc, nous avons essayé de creuser. Nous pensons que tous les Africains qui suivent cela sont exactement remontés comme nous. Oui. C'est difficile d'écouter monsieur Amon Kofi. Très difficile. Ça fait vraiment mal au cœur. Hein? Ça fait mal. Et nous interpellons encore toute l'Afrique. La sécurité de monsieur Amon Kofi, elle dépend de nous. Oui. Tous les Africains, toute la diaspora doit être mobilisée pour la sécurité de monsieur Amon Kofi. Les sbires de Ouattara, tout le monde sait combien ils sont cruels. On a vu les sévices sur les combattants de la liberté en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui se battaient pour, comme lui l'aime dit, la démocratie. Tous ceux qui ont rêvé de la démocratie en 2019 et qui ont disparu comme ça un jour. Il ne faut pas que le même sort soit réservé à cet homme qui se bat encore. Il est jeune. C'est peut-être pour ça qu'il est pourvu d'espoir. Il est plein de cette résilience qu'a la jeunesse africaine. On va retourner un tout petit peu vers Dr Amon Kofi, puisque nous arrivons au terme de cette édition. On a eu une légère interruption avec la liaison de votre côté, mais on a pu avancer comme il se doit naturellement. Dr Amon Kofi, au niveau de la justice nationale, vous avez été, si vous voulez, un tout petit peu déçu, pour ne pas dire grandement déçu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu aller au-delà des justices nationales? Est-ce que vous êtes allé vers la justice supranationale pour essayer de faire avancer cette affaire? Il y a une personne qui a utilisé l'institution judiciaire. Docteur Kofi, vous m'écoutez? Alors, docteur Kofi, est-ce que vous m'écoutez? Alors, des petites... on n'arrive pas à rétablir la liaison avec docteur Kofi Amon. Il est... Oui. Oui. Docteur Kofi, là, vous m'écoutez? Oui, je vous entends là, oui. Très bien, très bien. Alors, ma question est de savoir, est-ce que vous êtes allé vers des juridictions supranationales pour faire avancer cette affaire? Ben, en fait, aujourd'hui, la justice ivoirienne, je pense que le problème est en train de brûler un peu parce que on a fait appel de la décision en première instance et ça va faire quasiment la 10e fois, le 10e renvoi en cours d'appel. Moi, j'estime que quelqu'un qui est censé avoir fait du faux, la banque Barclays, elle n'est pas sur l'île, elle n'est pas sur Mars, elle est à Londres. Deutsche, elle est à Berlin. Et qu'on met quasiment 4 ans pour justifier si le document il est faux ou il est vrai. J'ai compris que, en fait, cette justice-là, elle est utilisée pour que les gens puissent gagner du temps. Aujourd'hui, si ils évacuent comment on appelle ça, ils évacuent le dossier à Abidjan, ils savent très bien comment se retrouver à lui et moi. Donc, j'ai compris qu'elle est en train de traîner sur la procédure. Néanmoins, comme l'argent est quitté à Londres et à Berlin pour partir à Abidjan, mais on s'est fait valoir aujourd'hui sur la place internationale. Donc, il y a eu une plainte qui a été posée et elle est en cours. Et je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Très bien.
En tout cas, je crois que c'est la démarche la plus sage, ne pas faire de commentaires sur une affaire pendante, puisqu'ils ont, docteur Amon Kofi nous l'a rappelé tout de suite, il a fait appel vers les juridictions internationales, et donc on ne va pas rentrer à l'intérieur de l'affaire, ok? Tout à fait. Dans les recherches également, Bachir, on a fait le constat que plusieurs leaders de la société civile ivoirienne se rapprochaient de de M. Amon Kofi et qui se rendaient compte du préjudice qu'il a subi. Oui. Tous ces leaders-là, nous les invitons à continuer de mobiliser l'opinion, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora, pour apporter le soutien à M. Amon Kofi afin qu'il soit restauré dans son bon droit. En tout cas, le bon droit, c'est de récupérer au moins les fonds, parce que c'est un crédit. Oui. Ce n'est pas de l'argent en fonds propres. Oui. C'est un crédit qui, à un moment, devra être remboursé. Donc, cette procédure, si elle aboutit, lui permettra au moins de s'émanciper d'une dette qui, finalement, n'aura pas servi son objet. Très bien. Docteur Amon Kofi, un dernier mot, peut-être avant de rendre l'antenne. Nous sommes très suivis par les panafricanistes à travers le monde. S'il y avait un dernier message à adresser, quel serait-il? Je vais dire que c'est un message d'espoir. C'est-à-dire que notre Afrique aujourd'hui a beaucoup de choses à faire, a beaucoup de choses, beaucoup de fantômes à combattre. Et il ne faut pas que ces choses-là nous empêchent de rester africains, d'avoir le sens de retour, le sens de réponse de nos différents drapeaux. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que cette histoire, elle va se régler d'une manière ou d'une autre, qu'elle se règle simplement ou la manière la plus forte. Les gens sachent qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain, faire du tort à tout le monde, et qu'on prenne l'habitude de le faire. Et si effectivement, disons, en paraphrasant mon frère fait ce bateau, si on laisse passer ça, c'est un héritage lourd qu'on n'arrête pas à l'autre différence en temps, et on ne sait pas dans quel monde ils vont être dedans. Donc, il y a de notre devoir aujourd'hui de combattre. Oui. Aujourd'hui, effectivement, on entend l'affaire Dr Kofi, l'affaire Dr Kofi. Ce n'est pas mon affaire à moi. Moi, pour qu'on arrive à s'accorder sur l'heure d'interview, de partir en catastrophe du bureau, tous les fonds du mois, je sais qui tombent sur mon compte. Aussi, voilà, mes enfants, ils sont dans les écoles, les meilleures écoles catholiques de nous. Donc, ces maisons-là, ce n'est pas moi qui étais censé aller visiter. Ces maisons étaient des maisons de Ivoiriens. C'était 8500 l'emploi qu'on avait prévu créer en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on est à tout. Donc, c'est une affaire de toute une nation et d'une génération. Il ne faut pas qu'elle fasse inaperçue. Effectivement, les gens doivent venir, on doit tous se mettre ensemble pour que cette chose n'arrive plus à quelqu'un, ni en Côte d'Ivoire, ni dans un autre pays de l'Afrique. Très bien. Merci infiniment, Dr Julien Amon Kofi, pour le temps consacré à nos téléspectateurs afin de donner de la lumière dans cette affaire et qui finalement ne serait pas le premier cas du côté de la Côte d'Ivoire, d'après les recherches que nous avons essayé de faire par-ci par-là. Nous espérons tout simplement que sur la base de ce qui est dit ici, la justice sera dite où qu'elle soit et que vous pouvez rentrer dans vos droits et pourquoi pas continuer votre marche vers la construction du continent africain, pas seulement de la Côte d'Ivoire. Jonathan Batengeni, merci à vous également d'avoir accepté de partager ce moment avec nous et on se retrouvera certainement très bientôt dans le cadre de nos émissions habituelles. Tout à fait, c'est un moment difficile, mais on doit garder l'espoir. Vivement que les Ivoiriens retiennent une chose, M. Amon Kofi était un investisseur sérieux. Le procureur n'est pas quelqu'un de sérieux. M. Abonon Richard ne mérite même pas le respect des petits-enfants en Côte d'Ivoire. C'est un menteur, c'est un criminel. Il fait partie de toute la truanderie qui a volé l'argent de M. Amon Kofi. Et maintenant, la justice, c'est de récupérer cet argent pour au moins se rembourser le crédit. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, c'était nos échanges avec Dr Julien Amon Kofi, victime d'une escroquerie, d'une arnaque à très haute échelle dans son pays, la Côte d'Ivoire, alors qu'il venait tout simplement investir et contribuer à la construction de ce pays. Répondre à l'appel du drapeau, c'est ce qu'il a dit, malheureusement, et donc c'est la désillusion. Mais rien n'est perdu, puisque, vous le savez, il y a une justice, oui,
Elle est divine, mais aussi elle passe par les hommes. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur les antennes de Pan-African Media. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.